Donc on va continuer avec la présentation d'Éric Moafo-Djontou, qui est doctorant à l'Université Grenoble-Alpes, donc qui travaille sur, donc sur la question d'administration publique et de politique publique le plus largement, plus particulièrement sur la question des politiques d'éducation et de leur territorialisation, mais qui ne va pas nous parler de ça aujourd'hui, mais d'autres sujets donc, liés là aussi à des formes de groupements violents dans les régions qu'il étudie. Merci bien Thierry. Merci bien Thierry. Merci également à Céline. Il y a cette citation d'Alain Delille qui dit « Tout chemin mène à Rome ». Il aura bien fallu ce colloque pour que depuis 38 ans, je mette mes pieds pour la première fois dans cette très belle ville Rome. Donc, ce sur quoi je vais discuter avec vous sont des hypothèses de recherche qui sont le fruit d'un long travail que je mène sur un territoire qu'on appelle la zone transfrontalière de l'extrême nord, où on retrouve Boko Haram. Et je ne vais pas appréhender ce groupe qui est très souvent présenté comme étant un groupe terroriste. Je vais l'appréhender comme étant un groupe de sans-pas qui, au fil du temps, a pu avoir du pouvoir et enfin d'influencer les politiques locales et nationales et même internationales. J'ai tenté de proposer la thématique que vous pouvez voir sur ce tableau, les paradoxes de l'obsession souverainiste des États face au réseau criminel. Esquisse d'une illustration à travers Boko Haram. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? 4 points très rapidement. Le premier, je vais tenter de situer géographiquement ce terrain où agit Boko Haram. Et ensuite, je vais vous présenter l'analyse que je peux en faire sur la réponse sécuritaire des États qui, de mon point de vue, amène à créer ce que j'appelle l'état d'insécurité. En troisième point, on verra cette forme de limite de la lecture géopolitique de la situation conflictuelle de Boko Haram. Et on va finir par quelques remarques conclusives et des perspectives. Donc, où se situe ce terrain? C'est sur un grand continent qu'on appelle l'Afrique. Dommage qu'il n'y a pas de truc pour que je vous situe un peu. Peut-être la seconde carte nous permet, à partir du point rouge, de situer plus ou moins la frontière entre le Cameroun, le Nigeria et de l'autre côté le Tchad. Le point bleu, c'est ce qu'on appelle le lac Tchad. Donc, chaque fois, on entend souvent le bassin du lac Tchad. Et vous comprendrez mieux dans la suite de mon exposé. Voilà 4 cartes qui essayent un peu de situer l'évolution des actions meurtrières de ce groupe à partir des petits points. Vous voyez que de 2010 jusqu'en 2013, les actions meurtrières de ce groupe de sans-pas est allé crescendo. Cette seconde carte présente avec les différents points les morts causées par ce groupe de sans-pas qui, comme je l'ai dit au fil du temps, prend beaucoup plus d'ampleur. Et le rapport d'Amnesty International de 2014 et 2015 situe entre 3500 et 4000 morts les actions causées par ce groupe. De façon plus visuelle, voilà quelques photos que j'ai prises de ce terrain. Vous voyez que c'est un terrain très hétérogène, qui est très souvent présenté comme étant une zone sahélienne. Mais ce que les gens ignorent, c'est que c'est également une zone où, en saison de pluie, vous avez sur la première carte une très très grosse verdure. Et vous comprendrez mieux lorsqu'on va arriver sur la réaction des différents États. C'est un terrain où la voirie n'est pas tracée, et c'est pour ça que vous verrez que sur ce terrain, pour ceux qui ont eu à faire cette zone, on privilégie beaucoup comme moyen de locomotion la moto et le cheval. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces quelques images que je viens de vous présenter? C'est que la logistique militaire adoptée par les différents États pour tenter de réprimer ou alors d'endiguer ce groupe de sans-pas n'est pas adaptée. N'est pas adaptée parce que l'armée n'a fait que mobiliser
son artillerie militaire sur un terrain, comme je vous l'ai présenté, qui n'est pas assez évident, surtout en période d'hivernage. Et c'est pour ça justement que ce groupe de 100 pas de Boko Haram évolue beaucoup en moto et en chevaux, avec les chevaux, pour tenter justement de construire ou de contrôler sa zone d'action. Le troisième point, c'est la balkanisation de la zone. Donc chaque force militaire va tenter de sécuriser sa frontière contre un ennemi qu'on peine encore à visibiliser. Et pour tenter de répondre à cette balkanisation, les États se sont retrouvés pour construire une force mixte, mais sauf que la logique du soupçon n'a pas permis jusqu'à présent que cette force mixte puisse effectivement mener à bien son action. Vous avez là la citation du général qui gère cette force mixte qui dit qui se préoccupe par le non-respect des promesses des partenaires stratégiques engagés dans la lutte contre la secte terroriste et s'insurge également contre l'absence de donation de ces différents partenaires. Alors, la conséquence de tout ça, c'est qu'on va être dans une forme de gouvernance suivant la logique du soupçon. Pourquoi le soupçon? Ça nous amène justement sur le deuxième point de mon intervention, c'est que face à la terreur de ce groupe qui tente de contrôler une grande partie de cette zone transfrontalière, les États vont également répondre par la terreur. Et je mobilise ici cette notion pharmacon qu'on retrouve dans le livre de Jacques Derrida, parlant justement de la pharmacie de Platon, en mettant en avant justement ce triptyque. Est-ce que la réponse militaire comme étant un poison, comme étant un remède, également comme une forme de recherche d'un bouc émissaire pour tenter justement de justifier son action. Alors pourquoi c'est un remède? Alors lorsqu'on a en face un groupe de 100 pas criminels et très dangereux qui tente de contrôler un territoire et qui ne doit sa survie par rapport au contrôle de cette zone, parce que là, il y a beaucoup de pétrole dans cette zone, il faut organiser la vente illégale du pétrole, il faut également construire toute forme d'enlèvement. Vous êtes sans ignorer que depuis 2011, les premiers enlèvements d'étrangers, c'est la famille Tanguy Mounier qui a été enlevée en 2011 au Cameroun et dont la libération a généré beaucoup d'argent. On suppose que ça a donné près de 3 millions d'euros. Et dans ce remède, justement, c'est que le fait de réagir, il y a une forme d'entre-soi de l'élite gouvernante. Lorsqu'on va sur le terrain, on se rend compte que les populations ont un autre rapport à la frontière et l'élite gouvernante politique qui est dans une forme d'entre-soi parce qu'il faut répondre d'abord localement et également justifier à l'échelle internationale qu'on a la capacité de contrôler un groupe de 100 pas criminels. Et le deuxième point, c'est un poison. Pourquoi c'est un poison? C'est que la balkanisation, face à un ennemi qu'on peine à visibiliser, la conséquence, c'est quoi? C'est le repli sur soi. La cause de la séparation et la déliaison. Et là, je cite le dernier bouquin d'Achille Mbembe, La politique de l'inimitié, qui justement montre que lorsqu'on est dans une forme de repli sur soi, il y a ce qu'il appelle l'émergence de la société de l'inimitié, c'est-à-dire avec le soupçon, on recherche l'ennemi un peu partout. Toujours dans ce point sur le poison, c'est l'aversion à la critique. Lorsqu'on ne trouve pas l'ennemi, lorsqu'on n'arrive pas à mettre un regard sur lui, les États sont dans la plupart du temps dans une posture où ils sont très allergiques à la posture critique. Et un rapport d'Amnesty International, justement, met en évidence tous les exactions causées par l'armée camerounaise, tchadienne et nigériane pour tenter de contrôler le groupe de 100 pas. Et le dernier point, c'est que face à ce groupe de 100 pas que j'appelle Boko Haram, c'est qu'il y a une forme de sacralisation de la figure politique. C'est-à-dire que le chef ou le président perpétuel qui, pour le cas du Cameroun par exemple, est là depuis 1982, le fait qu'il y ait ce groupe de 100 pas, on va tenter justement d'habiller son image pour montrer justement qu'il se soucie de la sécurité du territoire. Et comme recherche du bouc émissaire,
Lorsqu'on a un ennemi qui est invisible, la plupart du temps, il faut se battre pour le visibiliser. C'est vrai que dans le cas italien, on peut nommer ces différents groupes, mais pour le cas de Boko Haram, pour ceux qui ont été sur le terrain, il n'est pas évident de nommer ou de pouvoir dire ou bien de construire un profil de qui peut être porté ou animé par ce groupe de Sampara. Et ça fait qu'une des conséquences, justement, c'est qu'il y a une forme de représailles dans le dedans. Comme on peine à pouvoir observer ou à visibiliser l'ennemi qu'on qualifie du dehors, pour le cas du Cameroun, parce que Boko Haram, son fief, d'après plusieurs études, se trouve dans l'état du Borno, qui se trouve au Nigeria. Dans le Cameroun ou le Tchad ou le Niger et bien d'autres pays, face justement à ce qu'ils peuvent appeler l'ennemi du dehors, ils vont justement rechercher à l'intérieur une forme d'un dedans qui va se construire par l'émergence de différentes lois. Au Cameroun, on a eu en 2014-2015 la loi sur le terrorisme. Mais lorsqu'on parcourt cette loi, on voit très bien que justement il y a là une volonté de contrôler les forces intérieures. Et en 2015, il y a 2 journalistes qui ont été arrêtés tout simplement parce qu'ils enquêtaient sur une situation de l'armée camerounaise et ça a été considéré comme étant une atteinte à la sécurité nationale. Le troisième point que je vais aborder avec vous, c'est la lecture géopolitique qui est parfois faite à partir des groupes de Sampara, comme Boko Haram, qui agissent sur un territoire transfrontalier. La plupart du temps, on a tendance justement, à partir de la lecture géopolitique, d'ailleurs c'est ce que je crois, c'est que la lecture géopolitique tend souvent à décharger sur un dehors la responsabilité de l'État. Et ça fait que ça construit des formes de certitude. Au Cameroun, par exemple, vous allez voir plusieurs personnes vous dire que Boko Haram est soutenu par les Américains, par les Français, et j'en passe. Ça fait qu'une telle analyse, une telle compréhension de l'action de Boko Haram décharge la responsabilité de l'État local à contrôler un tel groupe qui mène plusieurs exactions sur ce territoire. Pour finir cette présentation, quelques remarques conclusives en termes de perspective également. C'est la question de l'idée de nation. Face à une menace, pour tenter de contrôler la menace, et comme je le disais tantôt, le repli sur soi a souvent tendance à opposer les semblables aux non-semblables. Et avec l'idée de nation, qui est une forme de construction d'une communauté imaginaire, il faut justement tenter d'opposer au lieu de construire des postures qui puissent permettre effectivement d'aller vers une réelle solution. Et de mon point de vue, un des champs vers lequel on pourrait explorer en termes de recherche, c'est la place des émotions dans l'action publique. Parce que je m'interroge sur l'obsession à vouloir tout codifier. Est-ce qu'en tout codifiant, on peut être sûr qu'on peut effectivement lutter contre des menaces comme ce groupe de Sampara Boko Haram ou bien comme la mafia ici en Italie et dans bien d'autres pays? Et je regardais une vidéo il y a 3 mois d'une activité qui s'est déroulée à Marseille, organisée par les professeurs Alain Faure, justement sur la place des émotions dans l'action publique. Et je pense pour ma part, et j'ai consacré tout un chapitre de ma thèse, qui montre justement qu'en partant du concept d'intelligence émotionnelle de Jacques Coleman, que lorsqu'on investigue l'émotion, on peut effectivement comprendre l'individu et également comprendre le collectif. Et ce sont ces 2 éléments qui peuvent nous amener, de mon point de vue, à pouvoir endiguer un phénomène qui est difficilement visible en termes de contrôle d'un territoire, d'un groupe, dont la capacité d'action elle est plus nuisible que toutes les différentes lois ou stratégies construites par l'État. Voilà ce que j'ai construit et pour vous proposer justement ces quelques pistes ou hypothèses de recherche qui, comme je vous l'ai dit, sont le fruit de ce que j'ai pu observer sur le terrain à partir d'un groupe que j'ai décidé de nommer un groupe de Sampara. Je vous remercie.